Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il est le symbole international de la résistance pacifique du Tibet face à la Chine. Le Dalai Lama a célébré ses 90 ans au début du mois de juillet, depuis son exil dans le nord de l'Inde. Le chef spirituel des Tibétains a dissipé un doute. Oui, il se réincarnera bien et ce seront les autorités religieuses tibétaines qui désigneront son successeur. Mais vous allez le voir, la Chine espère avoir la main sur cette réincarnation et le choix du 15e Dalai Lama. Dans cet épisode, je vous emmène dans le nord de l'Inde avec la correspondante du bureau de l'AFP à New Delhi, Tenzin Wooden. J'ai aussi interrogé deux spécialistes françaises du Tibet, Françoise Robin de l'INALCO et Katia Buffetril de l'École pratique des hautes études. Sur le fil. Les chants que vous entendez, c'était tout début juillet sur les contreforts de l'Himalaya, à Dharamsala, où est réfugié le Dalai Lama et là où est installé le gouvernement tibétain en exil. Le Dalai Lama a fui le Tibet en 1959, après l'invasion de son pays par la Chine de Mao en 1950. Le Tibet est depuis devenu une province chinoise. Vous vous posez peut-être la même question que moi, c'est quoi exactement le Tibet ? Donc en fait, le Tibet, j'appellerais ça plutôt une aire culturelle et linguistique. Ça n'est pas un pays à proprement parler, reconnu comme tel, et c'est bien là toute la question. Françoise Robin. C'est une aire culturelle et linguistique de haute altitude. C'est des plateaux, des pâturages. Il y a aussi des zones désertiques et évidemment, il y a d'immenses montagnes puisque l'Everest est au Tibet. Et il y a des dizaines de sommets qui sont au-dessus de 6000 mètres. L'altitude moyenne à peu près est de 3005 mètres d'altitude. Donc quand vous êtes à la capitale historique, c'est-à-dire Lhasa, vous êtes à 3700 mètres d'altitude. C'est une zone immense qui est aussi large que la zone qui va du Portugal à la Suède. Si vous regardez une photo vue de l'espace, il y a une sorte d'énorme plateau comme ça qui surgit entre Chine et Inde, et qui fait la jonction en fait entre ces deux mondes, et c'est ça le monde tibétain. Donc le monde tibétain, il est très varié, mais il est quand même d'altitude. Il est bouddhiste, donc il se démarque du monde indien qui est plutôt hindouiste ou autre, et puis chinois où il y a du taoïsme et un gros mélange. Dans ce monde-là, le rôle du Dalai Lama, on va dire avant les années 50, c'est-à-dire avant l'annexion du Tibet par la République populaire de Chine, le Dalai Lama, c'était en fait le chef à la fois spirituel et à la fois politique d'une partie de ce monde-là. Depuis sa fuite, le Dalai Lama et les autorités tibétaines se sont installés dans le nord de l'Inde. En 2011, il a renoncé à sa fonction de chef politique de la communauté tibétaine, confiée à un premier ministre élu par la diaspora, mais il reste le chef spirituel des bouddhistes et des Tibétains, ma collègue Tenzin Wooden. The Tibetan government in exile. Le gouvernement tibétain en exil, l'administration centrale tibétaine en exil, c'est un gouvernement démocratiquement élu. Il a 3 pouvoirs, comme tout autre pays démocratique, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Tous les 5 ans, des élections ont lieu, le Parlement est formé, le Sikyong, le président de l'administration centrale tibétaine, est nommé. Alors comment ça marche ? En fait, comme tout autre gouvernement, ils ont différents ministères, le ministère de la Santé, celui de l'Éducation, et ainsi de suite. Et ils travaillent pour les besoins des Tibétains en exil, mais aussi, de temps en temps, ils communiquent avec les gens à l'intérieur du Tibet. Et ils essaient de comprendre ce qu'il s'y passe, et ils essaient de publier des informations là-bas aussi. Revenons-en à la succession, la réincarnation. Pendant les célébrations de son 90e anniversaire, le Dalai Lama, que vous allez entendre, a annoncé qu'il aurait bien un successeur. Le 15e Dalai Lama se réincarnera dans le monde libre, a-t-il prévenu. Par monde libre, le religieux bouddhiste entend partout, sauf en Chine. Ce sera d'ailleurs la fondation du Ganden Phodrang, le bureau du Dalai Lama, qui désignera le successeur.
La République populaire s'est insurgée, réaffirmant sa volonté de mettre la main sur le processus de réincarnation, comme ici lors d'un discours de Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois met en œuvre une politique de liberté de croyances religieuses. Nous avons des règlements sur les affaires religieuses et des mesures de gestion pour la réincarnation des Bouddhas. La réincarnation de grandes figures bouddhistes comme le Dalai Lama et le Panchen Lama doit être désignée par tirage au sort via l'urne d'or et ensuite approuvée par le gouvernement central. Mais pourquoi la Chine se mêle-t-elle autant des affaires religieuses ? Pour les Tibétains, le Dalai Lama actuel, de son nom Tenzin Gyatso, est le symbole de la lutte contre le pouvoir chinois. Selon les tibétologues que j'ai interrogés, la personnalité du prix Nobel de la paix 1989 fait vivre le Tibet sur la scène internationale, permettant au territoire de ne pas tomber dans l'oubli. Et puis, il y a la dimension interne, selon Katia Buffetril. Disons que depuis que la République populaire de Chine occupe le Tibet, ça fait 75 ans, elle n'a toujours pas de légitimité. Donc, le gouvernement chinois pense qu'en maîtrisant les réincarnations, en maîtrisant les grands religieux, il va réussir à se faire accepter ou légitimer par les Tibétains. Lorsque le Panchen Lama, la deuxième autorité religieuse du Tibet, est décédé en 1989, il y a eu la reconnaissance d'une réincarnation en 1995, reconnaissance qui a été reconnue par le Dalai Lama. L'enfant identifié comme la réincarnation du Panchen Lama par les autorités bouddhistes vivait alors au Tibet. Donc, aussitôt, les autorités chinoises l'ont fait enlever, donc on n'en a jamais plus de nouvelles. Il a disparu, kidnappé avec sa famille. Est-il en vie? Personne ne le sait. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Les Tibétains disent qu'il a été empoisonné, qu'il est mort. Les Chinois disent qu'il mène une vie tranquille quelque part, mais pour son bien, on le maintient à l'écart. Personne n'a la réponse. Pour la Chine, le Tibet est un enjeu géopolitique d'importance. Sa superficie représente un quart de la Chine continentale. Il est le château d'eau de l'Asie. 9 grands fleuves du continent y prennent leur source. Le Yangtze-Kiang, le fleuve Jaune, le Mékong, l'Indus, le Brahmapoutre, pour ne citer que. La Chine a donc la main sur l'eau qui approvisionne notamment l'Inde ou le Bangladesh. Et le Tibet regorge de minéraux. Il dispose des plus grands gisements de borax et d'uranium du monde et d'immenses réserves de lithium. Sous Xi Jinping, la Chine s'est lancée dans un vaste mouvement de sinisation du Tibet. Il y a une sinisation donc de la religion, il y a une sinisation de la langue, c'est-à-dire qu'il faut parler de moins en moins tibétain. La Chine était considérée comme un État multiethnique. Mais depuis quelques années, sous Xi Jinping, il y a véritablement le désir de transformer cet État multiethnique en un État Han, exclusivement Han, avec une seule culture, la culture Han. Donc ça demande bien évidemment la disparition de toutes les langues qui ne sont pas du mandarin, de la culture idem. Donc il y a eu la création de très nombreux internats. Dans ces internats, les élèves reçoivent l'éducation souhaitée par les autorités chinoises. On estime grosso modo le nombre d'enfants à 800 000. Les Tibétains sont entre 6 et 7 millions. Il y a aussi une sinisation du territoire. Vous avez les maisons tibétaines avec des toits plats. Dans le même village, il reste encore des toits plats, mais vous avez sur beaucoup maintenant, et ça va être bientôt sur tout, un toit chinois avec des petits dragons et qui empêche aussi de mettre les drapeaux de prière qui sont une marque, bien évidemment, des Tibétains. Donc, vous voyez, ça pénètre absolument partout. Partout. They are asking the Han Chinese to move into Tibet and settle there. Oui, ils demandent aux Chinois Han de venir s'installer au Tibet, ce qui aide le gouvernement chinois à affaiblir la culture tibétaine. Cette culture est tellement dominée par les Chinois que c'est comme ça que la culture disparaît. The Chinese, and so that's also one of the way the cultural suppression happens. Pourtant, le Dalai Lama a renoncé à l'indépendance du Tibet après l'avoir initialement défendue. Il réclame désormais une certaine autonomie au sein de la Chine.
Cette approche est connue sous le nom d'approche du juste milieu. Elle a été introduite par Sa Sainteté le Dalai Lama dans les années 1970. Et c'est cette approche que le gouvernement tibétain en exil suit. Nous ne cherchons donc pas à obtenir une indépendance totale vis-à-vis de la Chine, parce que cela n'est pas possible. L'indépendance totale vis-à-vis de la Chine, ça n'a pas de sens à court terme, évidemment. Mais en revanche, nous parlons d'autonomie en termes de religion, en termes de politique intérieure du Tibet, comme le choix du Dalai Lama et d'autres choses. Parce que c'est l'affaire du Tibet et non de la Chine. Mais la Chine a refusé. Alors, il ne réclame plus l'indépendance du Tibet, puisqu'il essaye d'être dans un compromis avec la Chine en disant on va être simplement autonome, mais réellement autonome et pas dans l'autonomie de façade que vous avez accordée depuis quelques décennies. Mais donc, il maintient la flamme de ce Tibet qui peut fonctionner de lui-même, et il maintient aussi dans le cœur des Tibétains l'idée que les Tibétains ne sont pas chinois. Donc, cette existence même du Dalai Lama, elle est critique en ce moment parce qu'en fait, il est la personne qui les réunit tous. Et si on a la main sur le prochain Dalai Lama, on a la main sur les prochains Tibétains, sur les générations prochaines de Tibétains. Les tibétologues le disent, quand le 14e Dalai Lama va mourir, le Tibet traversera une période difficile. Le 15e Dalai Lama sera identifié très jeune, l'actuel avait par exemple été désigné à 2 ans. Il n'exercera son pouvoir spirituel et symbolique qu'à partir de ses 16 ou 18 ans. Pendant ces années de régence, le Tibet pourrait alors être privé de sa voix la plus médiatique sur la scène internationale. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à ma collègue Tenzin Wooden pour sa participation. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.